Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Lise Ouellette, porte-parole du Comité citoyen pour un nouveau nom pour l'Université de Moncton. Elle nous parle de l'historique du mouvement, mais surtout de l'importance d'avoir un nom qui représente la mission de l'université. Lise Ouellette, bienvenue en Bourgeois le Vert. Merci. Écoute, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un podcast que j'ai mentionné que je veux parler de politique, mais la politique, c'est pas seulement les élections ou des organisations officielles, si on veut. C'est aussi des mouvements de la population, dont un des mouvements qui se promène dans ce temps-ci, c'est pour changer le nom de l'Université de Moncton, et qui de mieux placé que toi pour nous en parler? Écoute, c'est, comme on dit, une vieille histoire. En fait, depuis la fondation même et avant la fondation de l'université, quand on préparait sa mise sur pied, il y a eu du questionnement au niveau du nom. Il y a eu des compromis qui ont été faits. On comprend que l'idée de localiser l'université à Moncton, bien que Saint-Joseph faisait déjà un excellent travail à Memramcook, est devenue progressivement une des priorités, je dirais, de l'élite acadienne de l'époque, renforcer notre positionnement comme communauté dans un centre urbain, en l'occurrence Moncton, où il y avait déjà un bon groupe d'Acadiens, mais en situation évidemment très, très difficile. Donc l'idée était très bonne, le demeure aujourd'hui, mais la question c'est comment on appelle cette université-là. Et on comprend qu'à Moncton, dans le contexte linguistique de l'époque en particulier, il fallait, de la part du premier ministre Robichaud, pour vendre ça à son cabinet, il fallait faire des compromis. Et le compromis, ça a été de donner le nom Moncton à l'université. Donc, on comprend le contexte de l'époque et je dirais que ça se justifiait. Maintenant, on est fort heureusement plus au début des années 60. Donc, 60 ans plus tard, est-ce que c'est toujours pertinent, cette façon-là d'appeler nos institutions, notamment l'Université de Moncton? Absolument, parce que, tu sais, le nom d'une institution, d'une entreprise, c'est comme pas nécessairement la première étape, mais une des premières étapes que normalement on va se mettre là. OK, qu'est-ce qui est le nom qui va représenter le plus cette institution-là, ou la mission peut-être de qu'est-ce qu'on veut faire, du projet. Et puis là, c'est ça, comme tu as dit, l'Université de Moncton, ça fait déjà plus de 60 ans. La question revient un peu, mais comme tu l'as mentionné, c'est pas rien de nouveau. Donc, si tu peux nous parler un peu du comité, de comment ça s'est créé, de où ça vient, et puis vers où ça se renvoie. Ouais. En fait, moi, j'ai participé à un des mouvements pour le changement du nom de l'université en 1975-76. Donc, et c'était déjà, je pense, le troisième ou le quatrième tentative dans le but de changer le nom de l'université. Les temps ont changé beaucoup. On constate là, à l'échelle nationale, même provinciale, il y a des changements de nom. Je pense aux Premières Nations qui ont probablement mené le bal dans ce dossier-là, avec raison. C'est vrai aussi dans les autres provinces, ailleurs au Canada, en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays industrialisés en particulier. Donc, les changements de nom, ça s'inscrit dans un processus de justice sociale. Donc, on veut donner à nos institutions des noms qui sont positifs pour le développement de nos communautés. On veut pas de personnages qui ont joué un rôle important au niveau de l'esclavage particulièrement. Au niveau des Premières Nations, donc discrimination, forte discrimination et violence envers les Premières Nations
on ne veut plus ces personnages-là. On veut donner des noms qui reflètent la mission, comme vous l'avez mentionné, et qui nous projettent vers un avenir plus positif finalement, plus prometteur en quelque sorte. Et le nom, c'est important. Les noms sont importants. Ils sont importants pour les entreprises, ils sont importants pour les institutions en général, pour les communautés aussi. Le nom est encore plus important quand on parle d'une communauté minoritaire, comme la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick, dans le contexte nord-américain qui est tellement dominant du côté de l'anglais. Donc, on a vraiment, on doit être extrêmement dynamique, créatif, proactif, comme on dit, pour que nos institutions en particulier nous aident dans cet effort-là. Et je pense qu'on est présentement comme à la croisée des chemins avec les changements démographiques, au niveau international aussi, des outils de communication extraordinaires qu'on a. On est vraiment à la croisée des chemins comme communauté acadienne et francophone. On doit prendre la décision aujourd'hui, est-ce qu'on laisse tomber notre identité, à la fois comme acadien et francophone, pour devenir en quelque sorte des bilingues officiels. Donc, c'est un peu la question qui se pose à l'heure actuelle. Et opter pour une identité, et c'est pas vraiment une identité de bilingue officiel, c'est se condamner, c'est une perte extrêmement importante au niveau culturel, au niveau économique aussi. C'est un atout économique, cette identité-là qu'on a. C'est pas toutes les communautés qui ont la chance, même si évidemment ça a été difficile au niveau historique, qui ont la chance d'avoir une identité forte comme celle qu'on a. Donc, bien mise en valeur, c'est un atout extraordinaire. On voit comment la communauté artistique a contribué à ce dynamisme-là. Maintenant, ça nous prend une mobilisation en particulier de nos institutions à nous pour contribuer justement à cet essor-là et nous projeter vers l'avenir. C'est très bien dit. Je crois que tu as mentionné justement la période de temps sur laquelle cet enjeu-là vraiment existe. Puis je sais pas si peut-être que avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile à propager. Parce que il y a beaucoup de monde que je rencontre, puis c'est sûr que c'est anecdotal, mais il y a beaucoup de monde que je rencontre qui savait pas que c'était une question avant tout récemment. Tu sais, c'est comme si, ben là, pourquoi est-ce que là on se demande, mais vraiment, comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est un enjeu qui existe depuis vraiment le début. Et puis, avec je sais pas si tu peux nous parler un peu du comité. Je sais que là, vous avez comme des pages Facebook, Twitter, puis ça, vous faites des vidéos, des communiqués de presse, toutes sortes de choses comme ça pour ramener ou apporter du moins de la vision à l'enjeu et c'est ça, les différentes solutions et où est-ce qu'on s'en va. Oui, il y a le comité citoyen qu'on appelle, donc ce sont 9 personnes, c'est le comité stratégique du mouvement pour le changement de nom. Donc, se rencontre, excepté l'été, on prend une petite pause, hein, mais on se rencontre très régulièrement, on fait le point, on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait mener comme initiative pour favoriser à la fois l'information de la population, mais aussi sensibiliser les autorités de l'université et un establishment qui gravite autour de la direction de l'université. Donc, ce comité-là, très actif, est appuyé par un nombre grandissant de personnes. Donc, il y a des gens qui nous aident au niveau des médias sociaux, justement, qui nous aident. On a eu une étude là, d'économistes et de gens dans ce secteur-là qui a fait un excellent travail pour l'analyse des coûts du changement. On a d'autres comités qui se mettent sur pied présentement. Donc, c'est le nombre de personnes activement impliquées. On doit parler d'une trentaine de personnes à peu près, mais à ça s'ajoutent les appuis de plusieurs intervenants, que ce soit via Facebook, via les médias sociaux, via les opinions du lecteur. Donc, ça devient un noyau extrêmement intéressant sur lequel il faut continuer à bâtir. Le changement se fait quand les décideurs, en quelque sorte,
réalisent que ça va coûter plus cher le statu quo que le changement. C'est vrai à peu près n'importe où. Et c'est vrai aussi pour l'université. J'ajouterais que c'est pas un changement qui est facile. C'est sensible changer de nom. Okay? Partout. C'est vrai pour n'importe qui. Et il y a beaucoup d'universités qui ont effectivement changé de nom. En Amérique du Nord, mais aussi en Europe, dans les deux en particulier. Nouvelle-Zélande aussi, beaucoup. Et puis, c'est un processus de quelques années. La Toronto Metropolitan University, à Toronto bien sûr, auparavant l'Université Ryerson, ça leur a pris 10 ans à changer de nom. Il y a eu beaucoup de résistance. Et puis, finalement, c'est ça, c'est que ça devenait leur crédibilité en souffrait parce qu'ils étaient bloqués, fermés, forte opposition et c'est eux autres, ça finit par nuire à la crédibilité de l'institution. Donc, ils ont accepté de changer. Et depuis, évidemment, si ça avait été plus court, ça aurait été plus facile. Mais maintenant, ils vont rattraper ça très rapidement. Et c'est vrai dans tous les cas. Moncton, c'est un petit peu la même chose. Il y a, c'est normal, une opposition au départ. Donc, comment longtemps ça va durer? J'aimerais bien pouvoir vous répondre. Et j'aimerais que ce soit le plus court possible parce que c'est certain que ça fait mal à l'université et c'est pas ça qu'on veut. Au contraire. Non, c'est sûr que des fois le changement, en général, on dit le changement fait peur, des fois dans beaucoup de situations. Étant dans la position de l'université, eux qui sont dans le fond, ceux qui vont prendre la décision, oui ou non, on change pas, ils sont affectés encore plus directement. Tu as mentionné le coût, les rapports sur les coûts. Donc, il y a eu un rapport, parce que la demande ou l'université a fait une étude ou un rapport pour savoir combien ça coûterait. Puis un peu de qu'est-ce qui aurait besoin d'être fait pour changer le nom. Je crois que le montant était alentour des 5 millions de dollars qui avait été fait. Puis là, il y a des gens qui trouvaient que c'était beaucoup. Il y en a d'autres qui disaient que, écoute, même si ça serait 10 millions, faudrait le faire quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport et peut-être de ses forces et peut-être de ses faiblesses? Oui, c'est ça. Écoutez, l'université étant contre le changement de nom, dès le départ d'ailleurs, on le savait, c'est normal qu'ils gonflent les coûts du changement. C'était un de leurs principaux arguments lors du dévoilement du rapport. Ça a occupé une place importante. Donc, c'était une réaction normale en quelque sorte. Mais si on regarde à ce qui s'est fait ailleurs, et on a fait une analyse, l'équipe, là, ils étaient 4 experts, plus d'autres personnes qui travaillaient avec eux autres. Donc, on parle, je sais pas moi, probablement 7-8 personnes on parle de PhD, on parle de gens très, très crédibles, dans ce domaine-là en particulier. Donc, ils ont fait un excellent travail. Ça coûte quelque chose changer de nom. On ne dit pas que ça coûte rien. Mais ça ne coûte pas, c'était 4,6 le chiffre, ça ne coûte pas ça, à moins qu'on veuille faire toutes sortes de dépenses qu'on devrait faire de toute façon, même s'il n'y avait pas de changement de nom. Donc, on peut assez facilement, l'étude du professeur André Leclerc et de son équipe arrivait au chiffre de 1,2 million environ. Nous autres, on dit, OK, gardons une marge de manœuvre, là, 1,5 million. Et nous autres, comme comité, avec toutes sortes, il y a des gens même déjà qui nous offrent des sous pour couvrir les coûts du changement de nom. Évidemment, on ne peut pas recevoir des sous et on voudrait travailler avec l'université dans ce sens-là aussi. Mais on s'engage, nous, dès que l'université prend une décision favorable au changement de nom, nous, on va s'impliquer très, très activement et on n'a pas d'inquiétude là, qu'on pourra ramasser le 1,5 million. Donc, il y a eu toutes sortes d'études. Et il y a un temps, nous, on avait besoin de savoir. Hein. La raison pour laquelle on a commencé, on avait déjà fait faire une première estimation de ce que ça pourrait représenter avant même l'étude de l'université, parce que c'est important pour nous de savoir ça aussi. Donc, on veut savoir dans quoi on s'embarque, on veut savoir si c'est réaliste ou pas.
Et donc, dès le départ, et là, on parle probablement du mois d'avril, avril-mai, on avait déjà une idée, là, on ne devrait pas dépasser le 1,5 million. Et ça a été confirmé par l'étude beaucoup plus approfondie du professeur Leclerc et de son équipe. Donc, c'est la question des coûts, et vous avez raison, dans le fond, il y a des gens qui nous ont dit, peu importe le coût, c'est important, il faut le faire. Oui, c'est vrai, faut pas prendre l'argument du coût comme une excuse pour ne rien faire, mais c'est correct de chercher à savoir ce que ça implique quand même. Absolument. C'est sûr que 1,2 million ou 10 millions ou peu importe, ça change la Oui. réflexion ou surtout, ou même si on serait favorable de la planification de faire les changements, s'il faut, comme vous avez dit, amasser des fonds, bien entendu, le plus bas le montant, le plus facile Oui. que c'est à amasser. Parce qu'il y a quand même un principe important pour nous. Il faut pas que ce soit la clientèle étudiante qui paye les coûts du changement de nom. Nous autres, dès le départ, c'est un principe important. C'est un besoin, c'est une volonté de la communauté. Donc, la communauté doit être prête à investir pour couvrir les coûts du changement de nom, pas les étudiants. Donc, nous, c'est clair, ça demeure fondamental. Ce ne sont pas aux étudiantes et étudiants de payer les coûts du changement de nom. Point à la ligne. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne distinction parce que une des arguments, si on veut, que j'entends souvent, c'est que euh, il y a d'autres choses qui ont besoin d'argent à l'université. T'sais, les classes, ou ça fait. Absolument. Moi, ça fait des années que je suis plus à l'université, mais ça fait. S'il y avait des choses qui avaient besoin de réparation dans ce temps-là, puis ils ont encore besoin de réparation aujourd'hui. Right? Ça C'est fait très que. clair. Il faut aussi souligner que la communauté, depuis la fondation de l'université, a beaucoup contribué financièrement à l'université. Je ne sais pas combien de dizaines de millions. C'est sûr qu'il y a des donateurs importants qui ne sont pas nécessairement rattachés directement à la communauté, mais quand même, la communauté des entreprises typiquement acadiennes, des individus, des citoyens, des citoyennes, la majorité des membres du comité citoyen ou de ceux qui travaillent avec le comité ont contribué à différentes campagnes de financement de l'université. Donc, la communauté, son université, elle y est engagée depuis très longtemps. Maintenant, elle a une petite demande à faire à l'université, c'est que son nom reflète sa mission, reflète ce qu'elle est, reflète le fait qu'elle est une institution provinciale, pas locale, c'est pas seulement l'université d'une ville, c'est une institution provinciale qui a 3 campus, réseau. Elle est francophone, elle est acadienne. Reflétons simplement ce fait-là. Je vais revenir sur la décolonisation. Moncton, donc le personnage Moncton. Moi, une des choses qui m'a surprise là, dans mes différentes rencontres sur la question, j'ai rencontré des étudiantes et étudiants et des membres du personnel enseignant qui sont issus de l'immigration. Et la peur qu'on a, c'est qu'ils autres ne comprendront pas, puis c'est comme ça les intéresse pas. Puis c'est faux. La décolonisation, c'est les gens issus de l'immigration comprennent vite et très bien. Okay? Moi, il y a des personnes qui l'ont soulevé bien avant que moi je le fasse. Donc oui, la décolonisation, ça s'applique aussi à nous. Donc nos institutions, en particulier nos institutions, il y a des choses qu'on ne changera pas dans le passé. Mais nos institutions à nous, on a vraiment la responsabilité de les nommer en particulier, de faire en sorte qu'elles contribuent par leur nom, par leur affirmation au développement de la communauté. Et donc, c'est ça l'Université de Moncton, le changement de nom, c'est aussi ça. Si nous, on n'a pas la volonté de s'affirmer pour nommer nos institutions pour qu'elles nous ressemblent, si on n'a pas ce respect de base-là envers nous-mêmes, comment on peut demander au gouvernement et aux autres de nous respecter si nous, on se respecte pas nous autres mêmes? Ça va jusque-là. Et donc, c'est un geste qui est extrêmement important. Les noms, c'est important, oui. Si on avait un nom
francophone, peut-être acadien, typique. Oui, ça aurait un impact. On parle de l'université de façon quasi quotidienne dans les bulletins d'information, tout ça. Donc, c'est fondamental, c'est vraiment important. Non, puis je crois que c'est ça vraiment le milieu ou le cœur de l'enjeu. On parle beaucoup de l'enjeu de l'argent parce que c'est un enjeu important, mais c'est aussi euh, une des facettes de notre société d'aujourd'hui. Tout fonctionne avec l'argent. De plus que t'as d'argent, c'est ça, puis ça. Mais vraiment, c'est ça, c'est le côté de l'identité. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont plus ouverts au changement de nom une fois qu'ils comprennent que ouais, c'est vrai que tu sais j'avais pas nécessairement pensé à ça, tu sais parce que euh, je peux pas dire quand je leur demande par exemple euh, es-tu acadien ou néo-brunswickois? Si tu les mettrais en ordre, lesquels tu mettrais, beaucoup vont mettre acadien avant néo-brunswickois. Mhm. Puis si on leur demande, OK, ben quand tu penses à l'Acadien, comme qu'est-ce que je te dis, Acadie, la première ville qui te passe par la tête, c'est pas normalement Moncton. Puis ça c'est moi qui invente ça là, je sais pas si c'est dans les faits, mais j'ai l'impression que Moncton est devenu ce qu'elle est devenue beaucoup plus à cause de l'université plutôt que l'université est devenue ce qu'elle est à cause de Moncton. Et je crois que actually, un des vidéos que vous aviez mis sur la page Facebook, c'était de Irène Doiron qui était dans le film de l'Acadie, où ils vont à Moncton et ils peuvent même pas parler en français dans la réunion avec Lamar Jones. Donc juste ça montre le progrès qui a été fait, mais aussi tout ce que le combat de l'université et tout ce qui vient là autour de la représentation est là depuis tellement d'années et comment ça l'a évolué, mais encore aussi comment de chemin Ouais. qu'on a à faire aux Oui. côtés En d'une fait, communauté. ouais, je trouve l'expression très, très intéressante. C'est pas Moncton qui a fait l'université, c'est l'université qui a fait de Moncton ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, maintenant, Moncton devrait avoir une reconnaissance envers la communauté et devrait même accepter, proposer que l'université s'appelle un nom français, un nom qui contribue à l'essor de la communauté acadienne. Donc, Irène Doiron, son témoignage est absolument fascinant. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, une inquiétude, c'est en termes d'identité, on peut être plusieurs identités en même temps. Donc, moi, je peux être Brayonne, acadienne, néo-brunswickoise, canadienne, etc. OK? Et je le suis. Mais pour être fier de l'identité néo-brunswickoise, il faut que le Nouveau-Brunswick respecte. Non seulement respecte, mais mette en valeur l'Acadie. S'il le fait pas, et la francophonie. S'il le fait pas, moi, je ne pourrai plus être néo-brunswickoise. Parce que le Nouveau-Brunswick a la chance de développer une société presque unique au monde. Okay? L'égalité des communautés linguistiques, c'est beaucoup plus que le bilinguisme officiel. Le bilinguisme officiel tel qu'on le pratique au Nouveau-Brunswick est absolument pas égalitaire. Moi, ce type de bilinguisme-là, j'ai beaucoup de misère avec ça. Un bilinguisme égalitaire, oui, absolument. Il faut qu'on travaille vers ce projet-là. La dimension communautaire, et j'inclus les Premières Nations aussi dans le volet communautaire, c'est ça le Nouveau-Brunswick. Donc, si on veut rejeter ça en refusant de le nommer, on rejette le Nouveau-Brunswick aussi. On rejette ce beau projet-là qui peut faire de nous un État, si on veut, unique et intéressant dont la planète a besoin. C'est aussi, pour moi, c'est aussi fondamental que ça. Il faut qu'on réussisse ce défi-là. Moi, c'est ça pour moi, le Nouveau-Brunswick. Si le Nouveau-Brunswick rejette ce projet égalitaire-là, moi, je peux plus être fier d'être du Nouveau-Brunswick. Non, puis c'est ça, cette identité-là, c'est pas seulement souvent ce qu'on s'identifie avec, c'est aussi ce que les autres Oui. nous voient aussi. Parce on, au niveau international, si on veut, ou au moins national, euh, les Nouveaux-Brunswickois, surtout
côté francophone, on est souvent, soit qu'on sait pas, le monde ne savent pas qu'on existe, on pense qu'on vient du Québec, ou on est référé à des francophones hors Québec. On va juste tout le pays au complet. Mais au niveau acadien, il y a une distinction de plus où, même au niveau international, on connaît un peu l'histoire, on sait qui est le peuple acadien, on sait ce qui arrive. Donc, c'est vraiment important comme tu as mentionné, d'avoir les différentes identités, mais de les définir plus du pourquoi on est fier et pas juste c'est ça, nous englober tout le monde des fois, puis pas d'avoir d'égalité. Voilà. Et c'est une très, très grande richesse pour le Nouveau-Brunswick, en particulier pour le Canada aussi. Je suis contente, le gouvernement fédéral, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, a comme non seulement compris, mais affirmé que oui, si on veut au Canada refléter vraiment cette richesse linguistique-là qu'on a, il va falloir faire plus d'efforts du côté francophone. C'est la francophonie qui est en danger, c'est pas évidemment la majorité anglophone. Ça paraît, tout le monde le sait, mais là, on l'a affirmé et on met en place des moyens. Ça va prendre beaucoup de moyens parce que, je rappelle, on est en Amérique du Nord, hein, et on est une toute petite minorité en Amérique du Nord. Ça prend des stratégies très innovatrices, très proactives, vraiment très fortes pour arriver à ce projet de société-là, canadien et du Nouveau-Brunswick. Donc, le Nouveau-Brunswick dans le Canada a un rôle spécial qu'il ne joue pas présentement au niveau linguistique et culturel, et je trouve ça très malheureux. Donc, je pense qu'on doit prendre notre place comme province, et pour ça, ça passe par l'égalité des communautés linguistiques et incluant les communautés des Premières Nations. Ça passe par là. Si on ne fait pas ça, on est une très petite province, je peux même pas dire comme toutes les autres, parce qu'on est encore plus petite que toutes les autres à peu près. Donc, c'est une richesse qu'on a. Mettons-la de l'avant. Et l'université, si l'université veut pas jouer ce rôle-là, n'est pas prête à l'affirmer dans son nom, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Est-ce que tu dirais, on parle du côté de l'égalité, est-ce que tu dirais que en parlant avec les gens, je sais pas si tu as peut-être remarqué la même chose que moi un peu, on dirait que c'est pas nécessairement un enjeu générationnel, mais c'est comme ça que je vais le nommer, où j'ai l'impression que les générations un peu plus âgées, si on veut, surtout ceux qui ont été affectés beaucoup plus par le combat des langues officielles et tout ça, sont beaucoup plus affectés par ou veulent beaucoup plus aider à faire ce changement-là et pousser l'identité que les générations plus récentes où ce combat-là nécessairement n'a pas eu lieu et peut-être qu'il y a d'autres enjeux qui prennent le dessus. Mais t'as parfaitement raison. Lors de la dernière assemblée annuelle de la SNB à Miramichi, il y a un membre du conseil d'administration, lui-même issu de l'immigration, qui disait, on aimerait ça savoir, c'est quoi l'Acadie, d'où ça vient, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et les cours d'histoire de l'Acadie dans les polyvalentes ont été éliminés. Il y avait auparavant 3 cours d'histoire, dont un de l'Acadie, qui était obligatoire. Et donc, il reste un cours d'histoire obligatoire. Celui sur l'Acadie est optionnel, donc il y a très, très peu d'étudiants qui s'y inscrivent. Donc, on a une responsabilité à partager, à informer les nouveaux arrivants. C'est quoi cette affaire-là d'Acadie? C'est quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rêve qu'il y a derrière ça? Et tout de suite, on ne parvient pas à le faire et c'est malheureux, vous avez parfaitement raison. Il y a un autre élément aussi. Moi, j'ai entendu souvent des gens me dire, non, moi, je suis pas francophone, je suis bilingue. OK? Et ça, c'est bilingue, ce n'est pas une identité. Moi, je suis même trilingue, donc je suis pas bilingue. C'est bien d'apprendre plusieurs langues, mais ce n'est pas une identité. Et on peut être francophone et parler 5 langues.
mais on est francophone. Et dans notre cas, à nous, on est aussi acadiens, chanceux d'avoir cette identité communautaire forte-là. Il faut pas la perdre. Donc, je suis pas francophone, je suis bilingue, ça marche pas. C'est ça, on n'est pas des bilingues officiels, là. C'est pas vrai, ça, là. Donc, on est des gens qui avons une identité, qui avons une culture aussi, qui est très intéressante, qui doit être ouverte. Hein. Il faut pas se mettre des œillères, il faut être ouvert, il faut s'ouvrir, il faut apprendre, il faut continuer à la développer aussi, notre culture. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est jeune encore même. Donc, c'est un beau rêve. Moi, je maintiens que on ne peut qu'être gagnant. Il faut bien le faire. Il faut le faire de façon responsable. Mais on a tout à gagner, à s'affirmer et à faire en sorte que nos institutions reflètent qui nous sommes. Je crois que le point sur les cours d'histoire est vraiment un point qu'on sous-estime souvent en tant que société généralement. Je me rappelle avoir pris un cours d'histoire de l'Acadie qui était probablement le cours d'histoire un des plus intéressants que j'ai eu dans mon parcours scolaire à l'école. Et puis même encore aujourd'hui, je crois que c'était 2 semaines passées, il y avait quelque chose à Radio-Canada qui passait, puis c'était la guerre civile en Acadie, puis là, je checkais les noms des personnages, puis je me rappelle, là, on avait parlé d'eux dans mon cours d'histoire. C'est vraiment... j'avais une de mes amies qui avait déménagé au Québec quand on était plus jeune, puis elle disait comment les cours d'histoire là-bas sont beaucoup plus centrés sur l'histoire du Québec que l'histoire du Canada comparé au Nouveau-Brunswick. Puis je trouvais que c'était intéressant, mais je crois que c'est une chose qu'on peut pas en général enlever des Québécois, c'est leur sens d'identité, le nationalisme québécois, puis toute la fierté et tous les enjeux qui vont de ce côté-là. Puis je pense que c'est vrai que vraiment c'est là que ça commence, savoir d'où est son histoire, mais comme tu as mentionné, c'est un rêve, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Souvent on s'arrête aux prochaines étapes. OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait un débat sur cet enjeu-là sans nécessairement penser au but, tu sais, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu sais. Puis je crois que c'est des réflexions qui, juste en général, dans notre éducation, qui manquent. Ouais. Ça prend les deux, hein. Ça prend l'histoire de l'Acadie et l'histoire du Canada. Moi, je veux pas qu'on se referme sur nous-mêmes, là. Il faut être ouvert, il faut faire plein de parallèles avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut être ouvert. Mais si on se connaît pas nous-mêmes, on peut pas contribuer comme on le devrait à la fois au Nouveau-Brunswick, au Canada et au-delà dans la francophonie et au-delà. Donc, il faut bien se connaître, il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. On a toutes les raisons d'être fiers de ce qu'on est. Et il y a des choses fascinantes. Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu à l'international. Et je faisais des parallèles, puis je disais, regarde, chez nous, vous voyez, à telle époque, les compagnies de pêche, c'était à toute fin pratique de l'esclavage. Hein. Puis j'ai dit, bon, on s'est organisé, on a formé des coopératives financières aussi. On s'est pris en main, on a fait toutes sortes de choses, et des radios communautaires, évidemment, les universités, la santé. De tous les collèges classiques et les universités. Le travail qu'on a fait, comme toute petite communauté, grâce à l'engagement de la population, est absolument fascinant pour plein d'autres communautés, plein d'autres pays. Maintenant, nous-mêmes, on le sait plus maintenant. Okay? Donc, les générations plus jeunes n'ont pas participé à certaines de ces efforts-là communautaires, de ces batailles aussi. Il y a eu des époques difficiles où on était nous-mêmes divisés à l'intérieur de la communauté. Est-ce qu'on devrait aller former, je me rappelle, il y a de très beaux films, dont un de Hermine et Gilles Chiasson, où les gens disaient, ben là, écoutez, là, si on met sur pied l'association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, ça va faire peur, ça va créer des divisions, donc on devrait accepter les choses comme elles sont, un petit peu comme on fait présentement avec l'université. Et ils ont osé, ces générations-là ont osé, ont fait des choses extraordinaires. Il n'y avait pas de consensus au sein de la communauté, mais tranquillement, les gens ont compris que c'était important
Donc, c'est la même situation avec le nom de l'université, mais on a perdu, dans beaucoup de cas, cette connaissance historique-là de ce qui a fait qu'on a été capable de faire de grandes choses et qu'on peut encore le faire. Justement, donc pour revenir à l'université, donc on a fait les rapports, l'université plus ou moins considère le dossier clos. Refuse d'en discuter. Ouais, refuse absolument toute réflexion publique C'est sur la ça. question Donc, de l'université. j'ai vu beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup de lettres d'opinion dans l'Acadie Nouvelle. Il y a eu une personne qui a même fait une lettre d'opinion pour dire qu'il y avait trop de lettres d'opinion à propos du nom. Et puis et puis je crois qu'il y en a même eu une de quelqu'un du Conseil des gouverneurs. Il y avait un commentaire qui avait été fait qui avait pas été apprécié. Puis il y a eu une réponse là-dessus. Donc actuellement, du côté du comité, on continue tous les efforts, tout ça. Du côté de l'université, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des rumeurs que, ok, c'est pas vraiment clos, il y a encore du monde qui pousse de ce côté-là, ou vraiment, à moins qu'il y ait une pression de la population ou quelque chose du genre, il n'y a pas d'effort qui se passe de ce côté-là. Bon. Maintenant, nous, on était confiants qu'avec le rapport Chouinard-Basque, même s'il y avait des failles importantes dans ce rapport-là, il y avait quand même mention là qui souhaitait que ça servirait d'outil de réflexion au niveau de la communauté. Donc, on était confiants à ce moment-là que l'université ne pouvait échapper à une réflexion publique sur la question. C'est une université, c'est pas une compagnie privée qui veut tout contrôler. Mais on s'est trompé. Et l'université a dit non, on n'en discute pas publiquement, c'est fini, on veut rien savoir. Donc ça nous a surpris. Maintenant, il faut poursuivre le travail. Tout de suite, il y a une fin de non-recevoir à l'université. Donc, on peut pas rencontrer les membres de l'administration de l'université, ni même les membres du conseil de l'université qui, en principe, jouent un rôle important de lien entre l'université et la communauté. Donc, même pas, c'est perçu comme du harcèlement si on veut leur parler. Donc, tout de suite, on a dit non, on ne leur parle plus, on n'essaie même plus de leur parler. Donc, c'est comment on va faire cheminer l'université. Moi, je pense que ça passe par la communauté. Donc, l'université, si elle voit que la communauté veut cette réflexion publique-là sur la question du non, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'elle accepte de faire un exercice sérieux sur la question. Donc, c'est là-dessus qu'on mise. Le plus vite cet appui communautaire-là se fait, je pense que le plus vite l'université va bouger. Je crois que c'est ça vraiment un des points qui choque, si on veut, le plus certains membres de la population, c'est le fait que, comme vous avez dit, c'est une université publique, financée majoritairement par des fonds publics, doit représenter sa communauté étudiante, sa communauté à un grand, et puis écoute, il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux plus importants que changer tout le nom au complet, changer une grande partie de l'identité de son institution. Mais pourtant, l'université ou le conseil des gouverneurs ou peu importe ne voit pas le besoin de faire ce genre de consultation-là. Et puis, si c'est même pas... On peut faire la consultation, puis après ça, ils pourraient dire « Ah, non, on change pas d'idée, tu sais, pas besoin de se casser la tête. » Mais non, ils ont même pas... ils veulent même pas faire le premier pas. Et pour moi, puis c'est juste une hypothèse, je crois que, comme tu as mentionné, ça démontre que c'est seulement une question de temps, parce que je crois qu'il y a peut-être une peur de... Si on fait la consultation publique, on va se mettre dans une situation où on pourrait essentiellement pas dire non ou reculer et garder le statu quo. Effectivement, c'est tout à fait possible que ça soit le cas. Je vais vous mentionner quand même que l'université a fait des changements dans son appellation. Elle a changé ce qu'on appelle sa signature.
C'est-à-dire, comme tout de suite, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à pas longtemps passé, c'était U de M. L'université a décidé de changer ça, et ça devient maintenant U Moncton. Et la lettre U avant un nom anglais, ça fait U Moncton. OK, ça, elle l'a fait. Puis elle a fait les changements technologiques qui seraient dans une bonne mesure les mêmes qu'un changement de nom. Donc, ils l'ont fait, tout simplement, de façon très discrète. Hein. Là, il n'y a pas eu de consultation à ce niveau-là. Et c'est ça, l'université a une culture, je dirais, autoritaire. Donc, ils décident les choses, ça se fait en vase clos ou à travers un réseau rapproché de l'université, une garde rapprochée de l'université, si je peux l'appeler comme ça. Et c'est ça. Et donc, quand nous, on n'a pas accepté la décision du conseil de l'université, pour les autres, c'était une surprise. Qu'on continue. On a dit non, c'est non. Point. Passons à autre chose. Et non, ça, pas une université. Une université ne peut pas fonctionner comme ça. C'est une institution publique, comme tu l'as dit, largement financée par des fonds publics, par la communauté aussi. Donc, l'université ne peut pas avoir ce type de comportement autoritaire-là. Ça ne cadre pas avec une université. Non, ça aussi, c'est un argument que je trouve un peu comique de certaines des personnes qui sont pas en faveur du changement. Où ils disent l'université a fait un rapport, ils ont dit non, fait que tu sais, on a fini. Mais si tu penses à presque n'importe quel changement assez important, il y a beaucoup de personnes qui ont dit non, puis c'est à cause de la persistance des gens que les choses ont changé, puis normalement pour le mieux. Tu sais, c'est pas comme si quelqu'un a poussé un changement pendant des années pour que ça vienne la situation pire, parce que sinon, il n'y aurait pas le support de la population, des choses comme ça. Tout le long de notre histoire, c'est ce qu'on a fait. On n'a jamais accepté des noms. On a continué à travailler. Dans le temps de l'ordre de Jacques Cartier, on travaillait derrière la scène, en quelque sorte, en secret, mais à l'époque, on n'avait pas de choix. C'est comme ça qu'on pouvait faire avancer les choses, tellement notre situation était précaire. Donc, on n'a jamais accepté des noms. On a toujours continué à travailler. Il faut bien le faire, certainement. Donc, il faut être conscient de nos façons de faire pour faire changer les choses. Donc, si on prend une approche trop, je vais dire, agressive, ça fonctionnera pas ou ça va se revirer éventuellement contre nous. Donc, on veut pas faire ça. On le fait dans le respect. On fait attention. Maintenant, des fois, il y a un petit peu de frustration qui transparaît. C'est un peu normal, mais on se parle à ce moment-là pour on dit non, on va pas là. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Fait que c'est difficile, ça demande une patience et une ténacité très grande, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait changer les choses et à mon avis, c'est la seule façon de les faire changer. Non, c'est un bon point. Il y a beaucoup d'enjeux où je dirais il y a une minorité chaque côté, donc une minorité qui est pour, une minorité qui est contre. Puis souvent, c'est quand le support des gens dans le milieu qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Puis, comme tu as mentionné, une approche trop agressive, souvent c'est là qu'on va perdre ces gens-là qui sont comme, OK, c'est pas si pire que ça, là, tu sais, on se calme, là. Fait que c'est certain qu'au cours des prochaines années, il faut qu'on travaille beaucoup sur les gens du milieu, effectivement. Donc, on a de très bons appuis. Et moi, une des choses que je trouve importante et intéressante, c'est qu'au niveau communautaire, on a des appuis dans toutes les régions de la province. Okay? Donc, et ça, c'est important. Dans la région du Sud-Est, par exemple, la municipalité de Cap-Acadie, très, très bien appuyée, c'est des partenaires. Donc, c'était important, puis il y a beaucoup d'individus, des Bernard Richard, des gens très intéressants. L'ancien maire de Moncton, Brian Murphy, qui s'est prononcé publiquement en faveur du changement du nom de l'Université de Moncton. C'est pas peu dire. Donc, on a beaucoup d'appui dans toutes les régions, sans exception. Et ça, c'est important, puis c'est important qu'on garde ça. C'est un projet de l'ensemble de la communauté pour lequel on travaille. Donc, moi, je dis,
suis fasciné par le leadership qu'on voit dans le monde municipal. Et on a changé, je sais pas combien de noms, dans une période d'1 an. On a changé, on a créé des nouvelles municipalités, on les a baptisées. Il y a des beaux noms, c'est extraordinaire, c'est un mouvement absolument extraordinaire. Pourquoi l'université ne peut pas s'inspirer de ce dynamisme de la communauté acadienne et francophone? Pourquoi elle ne peut pas s'en inspirer? Je regarde Cap Acadie, le logo insignifiant et qu'ils avaient proposé, la communauté s'est levée et a dit non, on veut un logo qui nous représente. Ça, moi, je trouve ça fascinant. Je regarde même Cook, le leadership à ce niveau-là. Belle-Baie, Bois-Joli, tellement de beaux mouvements. Et bon, on pourrait parler de la péninsule, Caraquet, le leadership. Dieppe aussi a été un précurseur dans ce domaine-là. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent au niveau des municipalités, la communauté artistique aussi. Fascinant, le leadership de la communauté artistique. Donc, il faut que l'université se nourrissent de ces mouvements-là qui vont être en mesure de mieux l'appuyer. C'est ça, dans le fond. Donc, pour parler justement du futur un peu, mentionner, bien entendu, on continue le travail. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, sans trop donner de projets secrets à l'université, qui sont planifiés plus tard dans l'année ou peu importe, ce que les gens peuvent participer ou même si les gens qui nous écoutent ou peu importe qui voudraient rejoindre la cause, si on veut, comment est-ce que eux peuvent vous aider? Absolument. Il faut que la communauté participe, s'implique. La page Facebook, elle est très active, elle fait une petite pause, pas complète, mais plus relaxe pendant l'été. Et c'est normal, il fait beau dehors, il faut en profiter. Donc, c'est un bon moyen. Les opinions du lecteur sont toujours des bons moyens. Mais au cours de la prochaine année, c'est certain qu'on va vouloir mousser la participation de la communauté, de convaincre des organismes en particulier qui sont timides présentement. Alors qu'on sait que les grands changements qu'on a faits, incluant au sein même de ces organismes-là, c'est par la mobilisation, c'est par l'engagement. Donc, il faut qu'on réussisse à ce niveau-là, à impliquer davantage les gens de façon facile, hein, c'est pas complexe. Donc, une petite position favorable donc à cette réflexion publique-là qu'on souhaite. C'est pas exigeant, c'est pas taxant pour les organismes, c'est pas controversé même. C'est logique que la communauté participe à la réflexion et qu'il y ait une réflexion publique, c'est tellement logique. Donc c'est facile, c'est des petits gestes comme ça souvent qui vont faire une différence et amener l'université à s'ouvrir davantage. Donc, si on veut retrouver la page Facebook, c'est le Comité citoyen pour un nouveau nom, si je me trompe pas. C'est Opération Nouveau Nom. Nouveau nom UDM à Twitter. Les Olettes, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, ça a vraiment été un plaisir. Je connaissais pas en beau Joël Vert, pour être honnête, et je vais vouloir en savoir davantage, c'est promis. Merci de l'occasion. C'est important d'informer, effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.